Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans ma grotte. Eh bien, je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler du bonheur. Dans le monde actuel, c'est peut-être osé d'utiliser parler de bonheur. Et pourtant, c'est peut-être plus vrai que jamais. Alors, je vais vous partager ma vision de thérapeute, ma vision de professeur de yoga, vous donner des petites pistes et vous motiver pour aller dans le sens de ce bonheur et vous donner quelques pratiques simples à faire, on va dire, pour parler thérapie, quelques petits réglages à faire qui vont vous permettre de goûter à ce bonheur. Alors, d'abord, il faut définir le mot bonheur. Qu'est-ce que c'est d'être heureux? Eh bien, pour certains, être heureux, c'est déguster quelque chose de vraiment goûteux, qui leur fait un plaisir immense. Alors, pour les personnes en Suisse, souvent, c'est une glace, c'est du chocolat, c'est quelque chose comme ça. Suivant les cultures, ça va être tout à fait autre chose. Mais c'est un plaisir qui est gustatif et qu'on associe avec le bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est se sentir entouré de ce qu'on aime et se sentir nourri extérieurement d'amour. Pour d'autres, le bonheur, ça va être d'arriver au sommet d'une montagne, de regarder tout ce qu'on a fait d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue réel. Et puis, de se dire, mon Dieu, mais waouh, c'est super, je suis là, c'est bien, c'est la paix, c'est tellement beau. Et là, on goûte à ce bonheur. Eh bien, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un bonheur en fait qui est omniprésent, qui ne dépend pas des scénarios extérieurs. Je vais venir vous parler du véritable bonheur, être heureux. Alors, voyez-vous, en yoga, il y a une différenciation très claire entre les émotions et les sentiments. Donc, les émotions, pour nous, pour les yogis, se placent au niveau du plexus solaire. Vous le savez, d'un point de vue médical, on appelle un plexus un regroupement de nerfs. Eh bien, on a ces 7 plexus dans le corps qui correspondent à 7 regroupements de nerfs. Et au niveau de l'abdomen, on a le fameux plexus solaire, regroupement de nerfs au niveau de l'abdomen. Au niveau de la poitrine, on a ce que l'on appelle en médecine un plexus cardiaque, plexus laryngé, ainsi de suite. Je ne viens pas vous faire un cours de médecine, c'est d'ailleurs pas du tout mon job, d'autres le feraient bien mieux. Alors, eh bien, si vous voulez, pour les yogis, ces centres nerveux, en fait, ces plexus nerveux correspondent à des centres énergétiques extrêmement importants. Cela fonctionne comme ça. La lumière initiale, la lumière 1, va pouvoir pénétrer en l'être humain à travers 7 centres énergétiques. C'est-à-dire que la lumière 1 est trop forte pour nous en intensité, pour que nous puissions la recevoir directement. Ça nous brûlerait complètement notre système nerveux, sauf bien entendu les éveillés, et qui ne sont plus dans ce mode de dualité. Et avant cela, eh bien, la lumière est divisée dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous l'avez vu plein de fois dans le ciel, à travers un prisme. Donc, vous allez avoir rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, le spectre lumineux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ces différentes vibrations rentrent en nous par 7 capteurs énergétiques. C'est un petit peu comme des spirales, comme ça, en mouvement, bien sûr, et qui vont absorber dans notre corps ces différents types d'énergie. Alors, les ambassadeurs sont les différentes planètes auxquelles ils se rapportent. Les 7 planètes, on va dire, les plus proches de notre système solaire, pour le faire simple. Les 7 plus proches. La Lune,
qui est un luminaire, est incluse dedans. Elle est considérée comme une planète. Voilà. Et le Soleil, qui est aussi un luminaire, est aussi considéré comme une planète. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait une vidéo entière sur les chakras. Je vous invite à la regarder. Si cela vous intéresse, et il y a même 2 séances pratiques qui vont avec cette séance. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut sur cette chaîne si vous voulez aller plus loin à ce niveau. Je vais continuer mon exposé à propos du bonheur. Alors, voyez-vous ici, donc on l'appelle le plexus solaire. Pour les yogis, c'est Manipura chakra. Et ce centre-là, ce centre énergétique, pour les yogis, ce fameux plexus cardiaque, c'est le Anahata chakra, le fameux Anahata chakra. Pourquoi je dis fameux? Parce que c'est le 4e centre depuis le haut et depuis le bas. Donc c'est là qu'est notre balance énergétique, voyez. Et justement, ce bonheur, cette joie de vivre, le bonheur en fait, il est régi par Anahata chakra. Il est régi par le plexus cardiaque. C'est dans cette zone que ça se passe. Est-ce un hasard si c'est aussi la zone de l'amour, la plus puissante énergie de l'univers? Eh bien, au niveau de l'abdomen, c'est tout à fait différent. C'est le régent, le plexus solaire ou Manipura chakra, et lui, le régent des émotions. Alors, pour une personne qui ne pratique pas le yoga, on se dit émotion, sentiment, mais c'est la même chose. Pas du tout, mais pas du tout. Une émotion est très rapide en fait. Prenons l'exemple de l'amour. Eh bien, la passion, vous brûlez, la passion, elle va retomber. Ce n'est pas durable. Ça se place au niveau du plexus solaire. L'amour que vous avez pour les enfants, pour vos enfants, l'amour que vous avez pour vous-même, je vous le souhaite, l'amour que vous avez peut-être pour votre conjoint, si l'autre partie s'est abaissée, on va dire, c'est équilibré, vous êtes peut-être dans une relation de cœur. C'est ce qu'on voit chez les anciens. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand l'un des 2 membres du couple part, souvent le grand-père ou la grand-mère part très peu de temps après. Pour nous, c'est douloureux parce qu'on perd les 2 êtres chers en même temps. Mais voilà, on est content pour eux parce qu'ils ont toujours été proches et du coup, ils sont proches dans la vie et ils sont proches encore de l'autre côté. Ils font le voyage ensemble et c'est très très beau. Voilà, donc j'espère que vous comprenez cette différence entre l'émotion qui est fugace. Je mange. Moi, j'adore la nourriture libanaise. Ça tombe bien, c'est vegan. Donc, moi, je vais me délecter avec des falafels, un peu de houmous, des choses comme ça. Sur le coup, c'est un plaisir. Et ça, c'est au niveau de mon plexus solaire. Ça ne durera pas. Si j'en abuse, je vais avoir tous les inconvénients d'avoir mangé ça. Et au niveau de la poitrine, l'amour, eh bien, l'amour ne se termine jamais. L'amour du cœur, l'amour que vous avez pour vos enfants, l'amour que vous avez pour votre mari, si la passion s'est apaisée et vous êtes passé à un autre mode de rencontre, de partage. Ce partage au niveau du cœur, ces vieux couples qui se regardent avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de respect. Oui, ça existe, mes amis. J'ai été témoin de cela parce que c'était le cas de mes parents. Et justement, maman est partie, papa n'a pas voulu vivre. Je l'ai compris et j'ai accepté ça. Et je lui ai dit qu'il pouvait partir en paix. Et il est parti peu de temps après maman. C'était insupportable. Il disait toujours que c'était la femme de sa vie. Et Voilà. C'était un sentiment qui, même arrivé à un âge respectable, était toujours là. Et je crois même que chez certains vieux couples, eh bien, j'ai même l'impression que c'est encore plus fort. Vous voyez, avec le temps, ça se renforce. Alors, pour les yogis,
Eh bien, ce centre, c'est le baromètre de la joie de vivre. C'est-à-dire que plus une personne va se placer dans son cœur, va se placer dans l'amour, va se placer dans cette position d'être amoureux de la vie, et plus cette personne, elle va être heureuse. Et ce bonheur, il n'est pas fugace, c'est un état intérieur. Et figurez-vous que dans cette zone, c'est aussi là où se trouve le soi. Cette partie de nous, alors on peut l'appeler le soi, on peut appeler l'être profond, l'étincelle. Je mets le vocabulaire, je crois, le plus utilisé, il me semble que c'est le soi, avec un grand S. Donc, ce soi, ici, eh bien, il est notre partie éternelle, omnipotente, omnisciente, omniprésente. C'est la partie de nous qui nous permet d'exprimer la source. Mais voilà, les amis, lorsqu'on vient en incarnation, voilà qu'on met des vêtements par-dessus cette partie de nous qui est lumière, amour, conscience. Les trois corps, les trois niveaux. Lumière, corps physique, amour, corps astral, conscience, corps mental. Et qui se manifeste dans les plans supérieurs, bouddhiques, atmiques, nirvaniques. Bien, c'est nos plans, nos corps d'ici, là, sont exactement la contrepartie de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Mais simplement, ils vont manifester des qualités tout à fait différentes. Et lorsqu'on passe ce que j'aime appeler la porte de l'oubli, en fait, on vient en incarnation. Et, eh bien, le deal, si vous voulez, c'est de plus se souvenir de qui l'on est. De qui l'on est en vérité. Pourquoi on dit vérité? Pourquoi les Védas nous parlent toujours de Maya? Les Upanishads, le 4e livre des Védas. Pourquoi on nous parle toujours d'illusion, de Maya dans les Védas? Parce que les Védas nous disent, tout ça, c'est impermanent, ça terminera. Un jour, ton corps physique, tu le rendras, ton corps émotionnel et mental aussi. Et tu reprendras tout un nouvel équipage pour venir en incarnation. Mais la partie de toi qui est pur amour, pure lumière, pure conscience, le soi, le Atma des Védas, eh bien celui-là, il est permanent. Donc, la seule réalité qui existe, c'est cet être permanent, l'Atma, en toi. Le reste, c'est ce qu'on appelle Jiva. Donc, tout ce qui constitue finalement la personnalité, l'être incarné, voyez, il prend cet équipage. Et voyez, en Jiva, c'est ce doigt-là pour les Védas. Donc, c'est très grossier en Inde d'utiliser ce doigt, parce que c'est le doigt de l'ego. Ce doigt, c'est le doigt justement qui représente Atma, l'âme, le soi. Et lorsqu'on fait ce mudra, donc, Chin Mudra, comme on l'appelle en yoga, Chin Mudra, ça veut dire réaliser l'union entre le soi et la personnalité. Réaliser finalement l'unité dans un corps physique. Être un Jivamukti, un être libéré. Donc, eh bien voilà, à partir du moment où on se reconnecte à cette partie lumière, on nourrit le chakra du cœur. Et on commence à goûter à un état qui est permanent. Si pour être heureux, vous avez besoin de manger tous les jours une plaque de chocolat, d'ailleurs ce n'est pas du bonheur, c'est une compensation émotionnelle qui vous donne l'impression de vous apaiser. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si pour être heureux, vous avez besoin d'être entouré de votre famille, eh bien c'est un attachement et nulle personne sur cette planète. C'est la dualité. Rien ne dure. Rien ne dure. Tout ça, vos enfants, un jour, ils peuvent partir. Ou bien, un jour, ils peuvent partir pour de vrai. Et vous pouvez en être éloigné.
Eh bien, ce vrai bonheur, c'est celui qui est en nous, que l'on construit en nous, que l'on peut trouver même lorsqu'on est complètement seul. Et même encore plus quand on est complètement seul. On n'a pas besoin d'une nourriture particulière. On n'a pas besoin d'avoir une voiture énorme qui nous attend devant la porte pour avoir l'impression d'être quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir je ne sais pas quelle montre ou je ne sais pas quel statut social pour se rassurer qu'on est quelqu'un de valable. On est connecté. On est connecté à notre partie lumière. Et il n'y a rien, les amis, il n'y a absolument rien qui peut remplacer ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'es marrante, mais comment y arriver? C'est ce fameux état qui est décrit par les mystiques et dans les différentes traditions comme la pleine conscience. Alors vous allez me dire, bon Dieu de bois. Mais comment on fait pour être cette pleine conscience? Ouais. Eh bien, justement, on ne fait rien. On l'est. On est déjà cet être de lumière. On est déjà ce rayonnement. On est déjà cette beauté. Mais on a passé le mur de l'oubli et on a revêtu, vas-y, un corps émotionnel, un corps mental, un corps physique, ou plutôt en descendant, mental, émotionnel, physique. Et vas-y que la matière mentale, la matière émotionnelle, la matière physique est empreinte des énergies disponibles à ce moment d'une part et d'autre part des énergies et des mémoires qui proviennent de nos géniteurs. Et vas-y que je me prenne en même temps le transgénérationnel et tout ce qui n'a pas été résolu dans mes lignées. Mais aussi, je prends ce qui vient du collectif et de la matière astrale, mentale, physique disponible au moment de mon incarnation. Ça en fait des trucs, hein. Alors, eh bien, cette pleine conscience, on va y goûter à chaque fois qu'on s'arrête. C'est qu'il va falloir mettre sur la position off le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, au début. Parce que après, vous pourrez être actif, marcher, bouger, tout en conservant cet état de pleine conscience. Cet état de pleine conscience, c'est le bonheur absolu. C'est cet état qu'a atteint Krishna sous son arbre. C'est cet état qu'a atteint le Bouddha. C'est cet état, dans nos contemporains, que décrit par exemple Eckhart Tolle, que décrivent les grands sages dont nous parle en permanence Amma, Srimati Amritananda Mayi Devi, tous les grands êtres, vivants ou non, Muji, qui parlent de spiritualité, je parle d'être éveillé. Eh bien, tous ces êtres nous parlent de cet état. Et c'est là, mes amis, que se trouve le pur bonheur, parce qu'on n'est plus dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. On n'est plus dépendant du sourire de son mari quand il rentre. Et s'il ne sourit pas, le monde s'effondre. Non, parce que on devient le témoin de ce qui se passe. On n'est plus affecté émotionnellement dans ce qui se passe. On le regarde avec le regard du témoin. En PNL, c'est une technique bien connue qui s'appelle la dissociation. En PNL, on a même la double dissociation. Voyez un peu. Mais cette dissociation, les personnes qui pratiquent la PNL en thérapie, on l'utilise pendant les séances de thérapie. C'est-à-dire la personne regarde la scène, mais elle est dissociée de la scène. Ça va nous permettre de contourner certains verrouillants qui seraient difficiles sinon à affronter. Et d'ailleurs, qui n'ont pas besoin d'être affrontés. Juste, il faut nous permettre de trouver le chemin pour aller libérer la mémoire qui était bloquée là. Bon. Mais cette attitude du témoin, en fait, elle peut être aussi appliquée dans la vie quotidienne. Et c'est un grand pas vers le bonheur. Parce que lorsque vous regardez, c'est votre conscience qui regarde. Aussi longtemps que vous êtes dans la situation, vous n'êtes pas dans la conscience, vous êtes dans le jiva, vous êtes dans l'ego.
ce qu'on appelle l'ego, c'est un sac fourre-tout, c'est assez pratique. Bien, eh bien, aussi longtemps que vous êtes dans l'ego, les véhicules, si vous voulez, mental, émotionnel, physique, ne sont pas libres pour que la conscience puisse y imprimer ces informations. Et c'est occupé. C'est comme si vous téléphoniez à quelqu'un, mais bip, 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 ça sonne occupé. Donc vous ne pouvez pas lui parler. Mais peut-être que vous aviez la résolution à son problème ou que vous aviez quelque chose d'important à lui partager pour améliorer sa vie. Donc, c'est exactement la même chose en fait. Quand vos véhicules inférieurs sont sont occupés, eh bien, la conscience ne peut pas utiliser ces véhicules, entre guillemets, pour venir vous apporter son message. Mais quand vous pensez qu'elle a la réponse à absolument tout, eh bien, c'est quand même un petit peu dommage, cette attitude. Alors vous allez me dire, ouais mais t'es marrant toi, mais comment faire? Eh bien, en yoga, voyez-vous, on a une technique qui est très valable, c'est-à-dire, et que j'enseigne à mes élèves, c'est-à-dire que dès que ça commence à chauffer, que vous commencez à perdre vos moyens, ou qu'une pensée est en train de vous tarauder la tête à fond, eh bien, il vous faut respirer. Dans une prochaine vidéo d'initiation au yoga, je vais vous apprendre la respiration yogique. Donc, on va respirer, on va gonfler l'abdomen, le bas des côtes et le haut des côtes. On va ventiler comme ça. Et on va inspirer, gonfler, expirer, creuser. Et ça va donner un massage à nos organes internes. Ça va occuper le mental parce qu'en même temps, on va compter. Inspire 3, expire 5. Ça va réguler l'énergie qu'on envoie au cerveau. Ça va masser nos plexus nerveux. Pour toutes ces raisons, c'est obligé que ça vous calme et que ça vous ramène dans le présent. Parce que vous passez d'un mode respiratoire automatique, régi par le subconscient, vous ne pensez pas, inspire, expire, oublie, et par un mode de fonctionnement contrôlé. Vous reprenez les rênes en main. Vous inspirez, vous gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes, il vous faut penser, non? Donc, et vous passez à un mode de fonctionnement qui devient contrôlé. Voilà. Donc, cela, déjà, est un outil extraordinaire pour ramener votre mental dans le présent. Vous vous reconnectez à la respiration. Et ça, tout le monde peut le faire. Dès qu'il y a un débordement émotionnel, stop. Rideau. Vous vous mettez à respirer comme ça. Au bout de maximum 5 minutes, vous aurez repris votre calme. Et là, viendra l'étape suivante. Je regarde ce qui se passe. Parce que quand c'est chaud, que vous venez vous disputer avec un collègue, dans la tête, dans l'émotionnel, il y a une partie de nous qui réagit. Suivant les personnes, c'est plutôt la tête. Ouais, j'aurais dû lui dire ça et faire ça et ta. Ou bien c'est plutôt au niveau émotionnel. Vous vous sentez complètement vidé, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de boire quelque chose, de manger quelque chose, ça ne va pas du tout. Peu importe. Mais il y a une réaction et elle est forte. Une fois qu'on a remis de la stabilité ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du recul. Et là, on va regarder, on va se regarder. On sort de la scène et on se regarde. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On devient le témoin. Et là, c'est des pépites en fait. Parce que vous devenez le témoin de vous-même et vous vous regardez en train d'être débordé ou d'être perdu, d'être triste. Voyez? Parce qu'on calme les émotions, mais on calme beaucoup moins facilement les sentiments, la tristesse. Et les anciennes blessures, qu'est-ce que ça a fait remonter comme moi, comme blessure, ce qui vient de me faire celui-là ou celle-là? Le rejet, l'abandon. Mais au fait, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a ça dans mes lignées? Et simplement, vous observez,
vous vous observez. Donc dans un deuxième temps, après avoir respiré, n'est-ce pas, vous observez. De cette observation, vous en faites de la conscience et un outil pour avancer encore plus. Cette observation va vous permettre clairement de réaliser que vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas ce mental, vous êtes autre chose. Vous êtes la conscience qui regarde. Vous n'êtes pas que la conscience, hein. Vous avez aussi 3 niveaux. Mais vous êtes cette conscience qui regarde la situation, qui a toute solution. À partir du moment où vous êtes capable de vous détacher, de venir dans le monde du permanent, du je suis, du soham. Et dans ma vidéo qui parle du mental, justement, vous avez le chant. Soham, soham. Eh bien, ce chant, c'est une véritable guérison intérieure parce que je me sature l'esprit avec Soham et je charme le cœur avec Soham. Donc, il y a un ajustement. Certains élèves me disent, tu sais, pour moi, c'est un antidépresseur. C'est dans la vidéo que j'ai enregistrée en live avec les élèves qui parlent du mental. Donc, une vidéo là qui est très récente. Vous pouvez la retrouver facilement. C'est pas la dernière, mais l'avant-dernière. Ça doit être comme ça. Voilà. Donc, numéro 1, je respire. Comme ça, quand je perds pied. Numéro 2, je prends de la distance. Et je regarde la situation. Mais là, je ne porte pas de jugement, je ne porte rien. Je me détache et simplement, je regarde et j'accepte les choses telles qu'elles sont. C'est un grand point important. J'accepte. J'accepte. Pourquoi j'accepte? Parce que si j'accepte pas, c'est que je ne suis pas la conscience. Parce que la conscience sait exactement ce que je suis en train de vivre et pourquoi. Une de mes blessures a été mise au grand jour, blessure que je porte moi-même ou blessure qui vient de mes ancêtres, du transgénérationnel, que je suis venue libérer. Peu importe, c'est une blessure. Qu'elle vienne de vos vies passées ou qu'elle vienne des lignées, ça n'a aucune importance et tout est juste. Donc, à partir de là, si vous réagissez, que vous jugez, ah ouais, mais j'assure pas, vraiment, regarde, je me suis encore démobilisée pour ça. C'est que vous êtes déjà dans l'ego, dans le jugement. Vous êtes dans le mental. Et la conscience, ça fait bip, bip, bip. Elle ne peut pas passer. Elle ne peut pas vous montrer la vision large. À partir du moment où vous ressentez par rapport à la situation, comment savoir quand je suis connectée à la conscience et quand je suis connectée à mon être qui est pur amour, pure lumière, pure conscience. Donc il n'est pas que pure conscience, il est aussi pur amour, il est aussi pure lumière. Eh bien, à partir du moment où je suis reconnectée au soi, je ressens une vague de paix immense dans ma conscience. Je sens une vague d'amour immense et cet état de béatitude, cet état de joie, cet état de bonheur. Il est là, les amis, le bonheur. Le bonheur, il est dans la connexion au soi. Comment le cultiver au quotidien? Si vous adoptez ce mode réactionnel que je vous propose ici, eh bien, vous allez le sentir une fois, vous allez le goûter. Vous allez goûter à cet état sublime. C'est d'autant plus vrai si vous pratiquez la méditation et que vous faites la même chose en vous arrêtant physiquement. Vous vous asseyez, vous observez votre respiration, vous la laissez aller et venir. Toujours, la respiration va vous permettre de revenir dans le présent. Donc, vous pouvez commencer par faire des respirations profondes pour apaiser les véhicules incarnés, on va dire ça comme ça. Et ensuite, eh bien, vous pouvez simplement vous observer, regarder la situation et vous laisser complètement aller à l'amour. Vous pouvez imaginer un paysage, une personne, quelque chose qui vous fait ressentir l'amour. Pour moi,
si j'ai besoin d'une image, c'est Amma, Srimati Amritananda Mayi Devi, parce que je la fréquente personnellement. Il m'arrive d'être en méditation tout près d'elle. Et du coup, cette énergie d'amour est tellement forte en elle qu'elle nous contamine. Et que maintenant, je sais m'y connecter, la reproduire. Et ensuite, on n'a plus besoin d'un support, parce qu'on est cet amour. Voyez, une fois qu'on a mis la clé pour passer, c'est bon, on peut rentrer. Vous comprenez? C'est une ouverture qui se passe. Et là, vous allez goûter à cet état sublime, en méditation ou comme ça dans la vie. Et il y a des tas de sages, en fait, qui se sont illuminés comme ça, en train de faire quelque chose. Et c'est tout à fait possible. Est-ce qu'après, ils sont en état de pleine conscience tout le temps? Non. Parce que quand on connaît cet état d'éveil, après, on retourne dans la dualité. Ça prend aussi longtemps qu'on arrive à s'établir sur cet état de conscience permanent. C'est une autre histoire. En fait, il est fait la différence dans les Védas entre cet état qu'on appelle de samadhi, de conscience, d'être le soi, et cet état de Maha-Samadhi, où justement, on n'est plus le soi, on n'est plus personne et on est tout. C'est différent. Donc, le premier niveau, c'est le Samadhi. Je goûte à cet état de pleine conscience avec mon être. Et il y a le Maha-Samadhi, où on se dissout complètement et on a l'impression qu'on est tout, en fait. Et il y a un son qui vient avec ça, qui est assez... Je sais pas comment dire. C'est un son, quoi. Et je sais pas si c'est le son cosmique ou autre. Il y a un son. Mais en fait, même ceux d'entre nous qui ont vécu ce type d'expérience, qui ont eu la grâce de le vivre, eh bien, on retourne. On replonge dans la dualité. Nos corps inférieurs nous retirent là. Et certains êtres arrivent à se stabiliser dans ce samadhi, cet état de samadhi permanent, voire de maha-samadhi. Ce sont les grands éveillés, comme j'aime beaucoup Ramana Maharishi, par exemple, des êtres qui sont complètement établis dans le soi. Voilà. Et il y a des êtres incarnés qui sont établis dans le soi. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Oh non, mon Dieu, qui peuvent goûter, qui peuvent se dissocier et revenir, en fait. Ouais, c'est assez étonnant. Ça ne veut pas dire que les personnes qui arrivent à se téléporter, en fait, ils n'ont pas forcément acquis ce niveau. Je ne vais pas parler de ça, mais voilà, ça viendra plus tard. L'humanité, comme maintenant c'est la télépathie qui est accessible à tout le monde, eh bien, le fait de se téléporter, c'est très proche des capacités de télépathie. Donc, c'est quelque chose qu'on envoie avec notre mental, qui est complètement connecté à la conscience. Mais ça, moi, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu, mais je le sens en fait. Mais ça me fait peur. Et je connais 2 personnes qui le font. Enfin, ce sont des personnes très connues, justement, sur la scène publique, donc je ne vais pas les citer. Elles ne le disent pas, c'est leur histoire. Mais justement, j'ai été témoin, je suis sûre que c'est de là le fond. Enfin, cette maîtrise. Pour une, c'est moyennement secret. Ouais. Mais pour l'autre, non, il n'en parle pas. Mais c'est quelqu'un de très, très connu dans le monde du développement personnel. C'est une des étoiles, et elle aussi. Eh bien, les amis, voilà, les outils que je souhaitais vous partager dans un premier temps, c'est vraiment ça. Ne te laisse pas embarquer dans tes émotions, respire, regarde la situation de l'extérieur et puis essaye de rentrer en contact avec ta partie lumière. Ça, tu vas l'apprendre pendant la méditation. Donc, il faut comprendre que ce bonheur, il est déjà en nous et que pour ne pas être heureux, en fait, c'est presque un effort. Mais comme on a reçu plein de conditionnements, de croyances, de mémoires, eh bien, tout ça, ça nous étouffe. Ça nous empêche l'accès au monde du bonheur. Vous voyez ? Et il y a aussi autre chose,
c'est notre corps physique qui peut nous plomber. Et c'est pour ça que les personnes qui sommes en développement spirituel et qui faisons de cette incarnation, en fait, une incarnation vers l'éveil, en fait, qui faisons de notre but ultime, enfin but, c'est même pas un but puisqu'on l'est, mais qui allons dans le sens de l'éveil, pour qui c'est, on pourrait dire, vital de s'éveiller, eh bien, les gens qui vont dans ce sens de l'éveil, consciemment ou inconsciemment, naturellement, on va avoir envie de lâcher des lourdeurs au niveau du corps physique parce qu'il va nous plomber. Alors, lorsque je donne mes stages de jeûne et éveil, j'appelle ça détox et éveil, à chaque changement de saison, par Zoom ou ici même dans ma maison de stage, eh bien, je travaille vraiment sur l'éveil. Et on se connecte à cette partie lumière parce qu'on n'est plus dans un mode de fonctionnement duel. On est vraiment très proche du soi. Donc, je vous conseille vraiment de pratiquer le jeûne, de faire une expérience de jeûne avec une personne qui est connectée, qui n'est pas simplement dans l'histoire, ça va te guérir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger ci, il faut manger ça pour reprendre, mais vraiment quelqu'un qui est dans qui utilise le jeûne en fait comme un moyen d'éveil, de reconnexion. Alors, pour mon prochain stage sur Zoom, c'est du 17 au 21 décembre 2022. C'est accessible à tout le monde puisque c'est sur Zoom, séance matin, séance soir. S'il y a des symptômes, on décode et on avance. Je ne vais pas faire la publicité, mais certains élèves disent que vraiment, ils ont fait un grand pas au niveau de leur évolution spirituelle avec ces jeûnes. Si vous m'entendez, certains, vous pouvez mettre des commentaires, ils sont bienvenus. Donc, ça, c'est une grande aide, en fait, de jeûner. Et le soir, en fait, on ne mange pas. C'est-à-dire que les personnes qui font de l'évolution spirituelle quelque chose d'important dans leur vie, qui veulent vraiment, qui veulent être cette conscience, qui ne veulent plus être identifiées à tout cet ego, tout ce cirque, eh bien, en fait, la digestion prend à peu près 6-8 heures. Si on mange des produits d'origine animale, c'est bien 8 heures. Et puis, si on est vegan, sans alcool, sans café, sans sucre, ça sera peut-être plus 6 heures. Mais en tout cas, on aime à aller se coucher après la digestion, parce que la digestion, elle va mobiliser tout votre sang. Enfin, tout votre sang, j'exagère, bien sûr, il en faut pour les fonctions vitales, mais vous savez que pour digérer, 80% de l'énergie du corps est mobilisée quand il s'agit d'un repas classique occidental. Eh bien, cette énergie, elle va ne pas être disponible pour faire votre travail sur les plans supérieurs. C'est-à-dire que quand vous vous endormez, eh bien, mettons que vous ayez mangé à je sais pas moi, 6 heures, au pire 8 heures, eh bien, avant 4 heures ou 5 heures du matin, vous serez encore en train de digérer. Il y a une mobilisation du sang énorme et une mobilisation d'énergie énorme. Comment voulez-vous que vos corps subtils puissent s'élever sur les plans supérieurs pour aller y recevoir ce qui est positif pour votre réalité physique et matérielle? Donc, personnellement, j'aime bien me coucher à 10 heures, donc m'endormir à 10 heures pour pouvoir me lever tôt. Et du coup, eh bien, j'essaye de prendre mon dernier repas vers 2-3 heures. Voilà, ça dépend si je suis en Suisse ou si je suis en Espagne. En Espagne, les gens ont l'habitude de manger à 2 heures. Ça me convient bien, donc je mange de 2 à 3. Et en Suisse, non, parce que je recommence à travailler à cette heure-là. Donc, je vais manger à midi, 1 heure, quelque chose comme ça. Mais j'évite, enfin, je ne mange pas le soir. Mais parfois, il peut arriver, parce que je n'ai pas eu le temps de manger vraiment, et qu'à 4 heures ou 5 heures, je prenne un fruit ou 2. Mais voilà. Donc, comme ça, je vais me coucher le ventre vide. Mon corps est prêt pour recevoir la lumière. Et bien sûr, le matin, je cours au petit déjeuner. Parce que quand vous n'avez pas mangé depuis 3 heures de l'après-midi, je vous dis que le matin, vous avez faim. Voilà. Et en plus, comme vous êtes
à jeun pour dormir, on va dire ça comme ça, eh bien, ça veut dire que foie, vésicule biliaire, les organes qui travaillent durant la nuit, même les poumons, eh bien, enfin au petit matin, eh bien, ces organes-là vont pouvoir vraiment bien se régénérer. Que si vous êtes en train de digérer, le foie et la vésicule biliaire, oubliez, ils ne se régénèrent pas. Donc là, toute l'énergie du corps peut être mobilisée pour votre travail spirituel et pour la régénération physique et même émotionnelle. Donc c'est très intéressant. Il n'y a pas qu'un travail au niveau du mental, je regarde, je m'écarte, ou de l'émotionnel, attends, je respire, stop. Aussi, tout ce qu'on vit, on le vit dans le corps physique. Donc plus votre corps physique, il va être empreint de lumière, et plus votre corps physique va être paisible. Regardez le jour de jeûne, à quel point on est zen, mon Dieu. Donc, vous regardez les choses avec une certaine distance, un certain détachement. Et c'est ça l'éveil de la conscience. Et ça vous permet vraiment de goûter à un bonheur total. Vous savez, quand on a cette attitude qu'on appelle un peu imbécile heureux, comme ça, on est là, on est bien, on sourit, les gens autour, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi, mais bon, ils se sentent bien avec nous et peu importe en fait, et il pleut et puis on nous annonce des tas de catastrophes dans les médias, vous connaissez le refrain, et pourtant on est bien, on est là, on est heureux. Et bien c'est ça les amis, le vrai bonheur, c'est celui qu'on trouve en nous en faisant un petit peu notre part, ça ne va pas tomber du ciel. Et c'est très fort parce que maintenant, il nous suffit de faire très peu. Les forces de la lumière nous inondent tellement de lumière. La planète nous inonde de lumière. Tout est prêt pour qu'on évolue. Tout est prêt pour qu'on se connecte au bonheur. Mais c'est une période de choix. Donc les deux équipes, vous savez, sur l'échiquier, les pions blancs et les pions noirs, eh bien, ils sont très forts parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, ce qui vient des deux côtés est très fort. Ceux qui n'avaient pas encore travaillé sur eux, sur leur vieille mémoire, leur truc, leur machin, ou sur l'éveil de leur conscience, eh bien, ils prennent cher, comme on dit. Voyez ? Et ceux qui se connectent, mais on a des états d'extase extraordinaires. On n'a jamais vu ça pendant les méditations, on n'a jamais vu ça pendant la journée. Voyez ? Donc, ayez confiance. Connectez-vous au bon émetteur, celui des forces de la lumière. Enfin bon, vous allez me dire, voilà, tout est bon finalement, puisque l'ombre est là pour nous montrer nos blessures, donc c'est bon aussi. Mais je vais dire, les pions blancs et les pions noirs, connectons-nous à l'équipe qui joue avec l'évolution. L'autre, ils sont au service d'involution. Hein. Il y a deux portes de sortie, l'évolution et l'involution. Donc, le retour par le haut ou par le bas. Le bas, c'est la destruction totale de l'âme et puis le retour à la source. De toute façon, il y a retour à la source. Mais c'est tellement abstrait pour nous dans nos corps physiques et puis on a tellement de chemin à faire avant parce qu'on est venu pour apprendre, pour faire des expériences. Alors, allons-y les amis, allons-y. Écoutez, j'espère que je vous ai motivé. J'espère que je vous ai apporté des petits outils qui vont vous permettre d'avancer sur ce magnifique chemin de la pleine conscience. En fait, vous êtes déjà ça. Ce chemin, c'est simplement l'épilation, vous voyez, c'est-à-dire que vous vous libérez de tout ce qui fait obstacle à ce que vous êtes vraiment, c'est tout. Et eh bien, je vous invite sur ce chemin, avançons tous ensemble dans l'amour, la paix, la lumière. Mes amis, que la lumière soit avec vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Namasté.